السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, on va juste attendre que rejoindre le live. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme salam. Mais je le connais, lui. Qui ça? Moi ou le frère Mahdi? Toi. Je t'ai déjà entendu quelque part. Ibn Koun, t'es là? Naam. Masha'Allah. C'est toi le maître de la cérémonie. Naam, naam, c'est moi. Allah, Allah يبارك, Allah te préserve. Amin wa yak. Amin. Il manque personne? Je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres invités d'honneur ce soir? Je crois qu'il y avait le compte Ibn Koun, justement. Naam, il va avoir un petit peu de retard. Ah, On va commencer, Inch'Allah. bismillah. Alors, on va faire une petite introduction avant de poser les questions, si tu le veux bien. Ouais, vas-y. Alors, lors du premier live qu'on avait fait, je sais pas si tu t'en souviens. D'ailleurs, il est en replay sur YouTube et Instagram. On avait parlé en fait du concept, de ton concept, qui est l'achat de biens immobiliers sans riba. Mhm. Ce soir, on va poser des questions on va plus parler sur le côté entrepreneur, Ouais. ton côté entrepreneur. Et on aimerait comprendre comment tu t'es retrouvé chef d'entreprise à Dubaï, tout en respectant en fait ta religion. Alhamdulillah. Inch'Allah. Donc, si c'est bon pour toi, on peut commencer, Inch'Allah. Ouais, vas-y. Bismillah. Alors, peux-tu d'abord nous dire d'où tu viens et quel a été ton parcours scolaire avant d'être musulman mobilier? Alors, j'ai grandi en région parisienne, euh, dans une petite ville. Euh, on avait, euh, on avait, moi je suis issu par exemple d'une famille monoparentale. Donc, ça veut D'accord. dire que j'ai été élevé par ma mère. Mon père était là, mais c'était deux personnes divorcées. Et puis après, bah, collège, lycée, j'ai fait une licence en marketing communication. Après, j'ai fait un master en international business stratégie. D'accord. Après, j'ai travaillé donc pour L'Oréal à la direction marketing internationale. J'ai bossé pour Beansport aussi au département communication. Et, et en fait, après, donc sur ma dernière année de master, j'ai accepté une alternance en fait dans un. Au départ, j'étais au siège de Accor, donc le groupe hôtelier, à la direction Naam, d'accord. commerciale. Et en fait, donc là, je pense que c'est là où on va commencer à rentrer dans ce qui devient intéressant. C'est que j'ai démissionné en fait peut-être 3 semaines après, après avoir commencé, parce que j'avais eu l'idée à l'époque de monter une boîte qui s'appelait Gojira. Et que je savais que si je restais à la direction commerciale chez Accor, j'aurais pas le temps de faire ce que je voulais faire à côté. D'accord. Donc j'ai démissionné, j'avais pas forcément d'alternance à côté. C'était ma dernière année, donc c'était un petit risque entre guillemets que je prenais, mais Naam. euh, entre guillemets, voilà, c'est quand on sait où est-ce qu'on va, forcément c'est beaucoup plus facile. Et puis je suis allé bosser en fait dans un hôtel en tant que réceptionniste. Donc quand je suis arrivé, c'était marrant parce que quand je suis arrivé, j'ai fait l'entretien et la fille me dit, mais vous êtes en master international business stratégie et nous, on a un poste de réceptionniste en fait de disponible. Et je Ouais. dis, ouais, ouais, bah moi c'est celui-là qui m'intéresse. Et elle me dit, mais vous allez faire quoi avec nous? Et je dis, bah la réception. C'est pour ça que le poste il est là. Elle me dit, mais je comprends pas, etc. Et après, je lui ai expliqué, j'ai été transparent en lui disant que, en fait, si je prenais un poste en adéquation avec mes études, bah, il allait être beaucoup trop chronophage et ça allait me prendre beaucoup trop d'énergie.
et ça allait pas me permettre de pouvoir développer ce que je veux développer à côté. Donc on avait, entre guillemets, mis en place un certain nombre d'accords. Moi, je les accompagnais dans le développement de l'hôtel, etc. Et puis eux, en parallèle, quand je voulais éventuellement partir, parce qu'en fait, Govjira, c'était ça, c'était une boîte qui aidait les gens à aller s'installer dans les pays, dans des pays musulmans. Donc il y a Ouais, des fois où je devais me rendre aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, etc. Et ils étaient assez flexibles là-dessus. Voilà. d'accord. Ça s'est bien passé au final? Euh, ouais, ça a été un peu compliqué parce que, notamment sur la dernière expérience de l'hôtel, j'étais beaucoup en interaction en fait avec des personnes qui, comment dire ça sans heurter, n'avaient pas forcément fait de grandes études. D'accord. Euh, Alors que jusqu'à présent, bah, moi j'avais évolué, comme je l'ai dit juste avant, dans des grands groupes avec des gens qui ont fait les plus grandes écoles de commerce de France, tu vois. Et c'est vrai que bon, ça a été, c'est pas les mêmes codes en fait, tu vois. C'est pas les mêmes codes. Les gens, je vais pas dire qu'ils s'en foutent que tu aies fait des études ou pas, mais la plupart du temps, limite, si tu as fait des études, c'est un peu négatif pour eux ou péjoratif, parce qu'ils vont toujours avoir le sentiment que tu les prends de haut ou que, Ouais, c'est euh, les clichés, quoi. hein? C'est un peu cliché, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est réel, c'est-à-dire que tu le vis au quotidien, le cuisinier qui parle avec la femme de ménage dans ton dos ou ce genre de choses. Juste parce Ah ouais. que, voilà, effectivement, tu as le droit à certains, entre guillemets, passe-droits, et en fait, eux, ils ne le comprennent pas. Ils n'arrivent pas à se mettre à la place d'un directeur d'hôtel, ou d'une directrice à l'époque, en l'occurrence, d'hôtel qui se dit, bah, en fait, je préfère que ce mec-là, il soit réceptionniste et qu'il ait des passe-droits, mais qu'il puisse nous apporter son expertise et ce qu'il peut éventuellement faire à l'hôtel qui va nous permettre de nous développer, plutôt que de prendre quelqu'un qui a un bac plus 2 ou un bac hôtelier et qui va juste faire la réception, tu vois. Ouais, c'est ça. Quand tu es cuisinier, encore une fois, sans être réducteur, mais tu n'as pas forcément cette vision macro où tu te dis, en fait, ouais, pour le bien de ma boîte, je peux faire ce type de compromis. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Après, ce qui n'avait pas aidé aussi, c'était le côté un peu religieux. Parce que bah voilà, moi je priais là où je pouvais. Et ça se savait ou ça s'est su. Personne m'a jamais vraiment vu, mais c'était aussi des choses qui remontaient aux oreilles de la directrice. Et moi, encore une fois, en toute transparence, je disais ouais, c'est vrai, je prie. Et je dérange personne, je le fais pas devant les clients. Donc voilà, je suis pas là pour me renier, hein, donc voilà. C'est un peu compliqué. De toute façon, on a tous à peu près ce même problème au travail, hein. Comment prier ou prier, etc. Qu'Allah nous facilite. Ouais, après, moi, ce que j'ai tendance à dire à mes amis qui m'en parlent de ce type de problématique, on en revient toujours au même verset, pourquoi on a été créé. C'est ça, exactement. Euh, et en fait, moi, ce que je trouve de plus en plus triste, c'est qu'en fait, à l'époque, nos parents, par exemple, quand ils sont venus, je parle des miens, ils sont venus en prenant des casques qu'on voulait bien leur donner. Et aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui ont fait des études, des bacs plus 3, 4, 5, voire même des docteurs, donc qui sont allés chercher ce qu'ils voulaient aller chercher et qui, paradoxalement, n'arrivent toujours pas à lier leur religion avec leur métier. Et ça, je trouve ça triste parce que bah, tu te retrouves avec des ingénieurs ou peu importe leur métier, et en fait, ils rentrent chez eux le soir et ils rattrapent toutes les prières de la journée. Et tu te dis, mais en fait, concrètement, à quel moment tu as intégré dans ton activité le fait que la priorité, et c'est ce qu'on dit à chaque début de prière, la priorité, ça reste Allah. C'est Allah ça. est plus grand que toute chose et que même ton travail. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu sais pertinemment que en priant, on te dira, en fait, t'es pas le bienvenu ici, alors prends tes affaires et pars. Tu vois? Non, mais Ça c'est veut ça. dire qu'à un moment donné, il faut D'accord avec aussi, toi. il faut, et je pense qu'on va en parler tout au long de ce live parce que c'est vraiment un sujet moi, qui me tient à cœur, pardon, cette notion de tawakkul. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient en fait que notre argent, on ne le gagne pas par rapport à ce qu'on fait, mais surtout par rapport à ce qu'Allah veut bien nous accorder. Et je pense qu'on a Beaucoup de Non. toujours eu un problème. euh, on a toujours eu un problème en fait de tawakkul et de se dire que voilà, quand on gagne de l'argent, même si c'est via un CDI
Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est aussi en quelque sorte un remède contre ça, parce que tous les mois, en fait, tu sais pas vraiment combien tu vas gagner, et c'est là où tu te rends compte réellement, de façon concrète, que c'est Allah qui te donne ta subsistance. Parce que quand tu rentres dans un CDI et que tu es salarié, c'est plus compliqué, parce que forcément, bah, les gens se disent, bah, de toute façon, j'ai mon salaire tous les mois, enfin, tu vois, il va rien m'arriver. Et quand tu rentres dans ça, bah, t'es un peu enfermé dans ta pensée et au final, bah, c'est très destructeur pour cette fameuse notion de tawakkul, justement. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis Très assez d'accord. pertinent, très pertinent ce que tu viens de dire, Yacine, par rapport à. Excusez-moi, je peux intervenir ou je laisse le Oui, maître. oui, mais oui, mais oui, mais non, mais non. Est-ce que je dois Enfin, avoir l'autorisation de l'émir pour si tu Non, en as non. besoin, alors tu l'as. Je disais les frères, salam alaikum, qu'Allah Azza wa Jalla vous accorde, et les sœurs, bien sûr, qu'Allah vous accorde le Jannah. Très pertinent ce que tu viens de dire, Yacine, par rapport à la liaison entre le fait d'être entrepreneur et que forcément ce choix-là va, que tu le veuilles ou non, augmenter en fait ton tawakkul. Tu l'as très bien dit, un CDI, tu sais très bien tous les mois combien tu rentres. Entrepreneur, un jour tu peux faire 1 000 euros, comme un jour tu peux faire 10 000 euros. Et en fait, ça, moi, ça, ce que tu viens de dire, ça me réconforte dans ce choix que j'ai fait d'être entrepreneur depuis quelques années maintenant, parce que j'y vois que du bien. Non seulement tu as cette liberté, et forcément, comme toute liberté, il faut aller la chercher. C'est pas facile d'être entrepreneur. Je devrais te dire que je ne sais pas si on peut dire que c'est fait pour tout le monde, mais ça nécessite certaines compétences que tu dois, certains l'ont de manière innée et d'autres doivent la développer. On veut dire que partiellement, ouais, tout le monde pourrait devenir entrepreneur. Mais en tout cas, le fait d'être entrepreneur, sur le plan religieux, ça ne ramène que des bonnes choses. Je ne veux pas dire aussi que le bonheur, tu peux l'avoir qu'en étant entrepreneur. Il y a des gens qui sont salariés et qui sont très bien dans leur vie. C'est pas ça vraiment la question, mais le fait d'être entrepreneur te donne une certaine liberté de pratique, développe ton tawakkul, te permet de sortir de ta zone de confort, de faire des rencontres et d'améliorer forcément ta foi. Et on revient, comme tu l'as dit au verset, Allah Azza wa Jalla nous a créés que pour qu'on adore. Donc, très pertinent comme remarque et je donne la parole au frère. Bah, tu as pas dit non, moi je suis d'accord avec toi, non. Je suis d'accord, frère. Du coup, c'était tout pour la première question. Tu as plus rien à rajouter? On peut passer à la Non? suivante. Ouais, bismillah. Oui. Alors, est-ce que quand tu étais jeune, étudiant, ou à l'époque où tu étais étudiant, tu t'étais déjà imaginé entreprendre un projet? Ou pas du tout, tu pensais pas du tout à ça, et tu pensais, on va dire, rentrer dans les codes, c'est-à-dire avoir un patron, travailler pour lui, etc., etc. Euh, je vais pas répondre tout blanc ou tout noir. Je vais dire que dans un premier temps, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ça, quand on est à l'école, le système est fait de telle façon à ce que ce soit quand même assez flou pour une personne qui souhaite éventuellement se projeter. Ça veut dire que quand on commence les études, même si effectivement on va nous donner des filières, on va nous donner des matières, on va nous donner des perspectives, au final, c'est quand même assez compliqué de comprendre et de savoir qu'est-ce qu'on va réellement pouvoir faire dans la société. Euh, donc ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, par exemple, pour donner une petite anecdote, moi, j'ai toujours su que je voulais, tu vois, avoir une vie entre guillemets un peu rapide, être dans les avions, me dire que voilà, mes amis m'appellent, ils savent pas où je suis, tu vois, c'est toujours un peu ce que j'ai voulu être. Et donc, entre guillemets, le raccourci que j'avais fait à l'époque, c'était, bah, j'ai envie d'être steward. Ok. Parce que, en fait, c'est simple, tu veux être dans les avions, bah, tu peux être que steward, tu vois, il y a pas d'autres possibilités. Ou éventuellement pilote de ligne, hein, enfin, voilà, mais Là, c'est pas mon délire. Euh, et donc voilà, au départ c'était ça, et puis au fur et à mesure j'ai avancé un peu dans le parcours scolaire que j'ai déjà décrit. Et puis en fait, le déclic, réellement, il s'est passé durant mes premières années de travail à la direction marketing international, ouais. où j'ai rencontré bah, des personnes brillantes dans le bon sens du terme. Euh, Honnêtement, dans mon entourage proche, étant donné, comme je l'ai dit, que je venais de région parisienne et de banlieue en vrai, j'avais jamais vu ça et j'avais jamais eu ça.
Tu vois, on était quand même, on a grandi dans des lycées avec des frères et des sœurs qui nous ressemblent généralement. C'est un peu le principe. Et c'est vrai que là, quand je suis arrivé dans cet environnement-là, comme je l'ai dit, avec des gens qui ont fait les plus grandes écoles, et de voir que en fait, la différence de niveau avec eux n'était pas si énorme, c'est là où je me suis dit, ok, là déjà, on tient quelque chose, tu vois. Ensuite, il y a une réunion que je fais, enfin, la directrice générale de la marque L'Oréal Professionnel à l'époque Ouais. demande à son assistante de caler une réunion avec moi. Et donc, en fait, c'est bizarre, tu vois, moi je suis un alternant, et en fait, il y a la directrice générale qui veut me voir. Et on parle de L'Oréal, hein, tu vois, une marque à l'époque qui faisait 1,4 milliard de chiffre d'affaires, tu vois. Non. La fille, Ouais. elle n'a pas le temps. Et Mhm. elle a demandé à me voir, donc je dis bon, ok, j'y vais. Et, j'avais pris mon téléphone à l'époque, j'avais enregistré. C'est un audio que j'ai encore aujourd'hui. Et j'y vais parce que j'y vais avec l'enregistrement parce que en fait à l'époque je débriefais toutes ces choses-là avec mon grand frère. Tu vois. Moi, comme je l'ai dit, c'est un truc. Moi, j'avais jamais connu et dans mon entourage personne n'avait connu ça, mais à part peut-être mon grand frère qui travaillait dans une boîte de télécommunications. Mais c'est quelque chose tu vas pas aller voir ta maman qui est femme de ménage ou peu importe le métier qu'elle a pour lui dire ce qui se passe chez L'Oréal. Tu vois, c'est à des années-lumière de ce qu'elles peuvent éventuellement savoir. Ou tu ne vas pas voir ton père qui est maçon ou qui est truc, ou qui est machin. Tu vois, c'est compliqué d'obtenir des conseils de ces personnes-là. Et alhamdoulilah, moi j'avais eu la chance, par la grâce d'Allah, d'avoir un grand frère donc, qui avait pu m'aider. Et elle me fait rentrer dans son bureau et elle me dit j'ai demandé à mon assistante de caler un rendez-vous avec toi parce que euh, donc, je remets le contexte. Je venais de finir ma première année de licence. Hein. Donc c'est pas un diplôme, tu vois. Et la fille me dit je voulais qu'on se voit parce que voilà, j'ai remonté auprès du groupe L'Oréal comme quoi j'avais trouvé une pépite. Et en fait, je voulais savoir si ça t'intéresse, mais j'aimerais te recruter pour être mon assistant. Donc là encore, je remets le contexte. Moi, j'ai grandi avec des parents très très modestes. Ma mère gagnait 1 200 euros. Et à l'époque, la fille me dit, voilà, tu as 19 ans, je te propose un salaire dans l'un des plus grands groupes français à 2 500 euros, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, bon, c'est gratifiant parce que tu te dis que en fait, les gens sont en train de se rendre compte à quel point tu peux éventuellement être une valeur ajoutée. Cool. D'un autre côté, tu te dis aussi que même si tu sais que tu as des capacités, est-ce que réellement elles sont aussi importantes que la fille veut bien te le dire? Donc voilà, c'est toujours important d'essayer de mettre un peu de hauteur dans tout ça. Et puis après, il y a, est-ce que je m'arrête là et j'accepte d'être assistant de la directrice générale et je gagne 2 500 euros en début de carrière et puis après, je gagnerai peut-être 4 500, 6 000, 7 000 euros. Ou tu dis non, ce que j'ai fait. Donc j'ai refusé la proposition D'accord. en expliquant que en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller plus loin, de pousser d'autres portes et de voir un peu ce qui pouvait éventuellement m'arriver en étant en dehors de ces filets qu'on vient de citer, à savoir l'entrepreneuriat et le fait de voilà, savoir ce qui va se passer. Quand tu rentres dans un groupe comme L'Oréal, tes 40 prochaines années, tu les devines plus ou moins, tu vois. Donc, Oui, oui. j'avais pas forcément envie de ça, et puis je me voyais pas être assistant de quelqu'un. Donc déjà, on va commencer à parler justement de est-ce que tu te voyais déjà faire ça? D'un point de vue caractère ou d'un point de vue personnalité, je pense que certains se reconnaîtront dans le live. En fait, il y a des moments où tu te dis que tu te vois pas travailler pour quelqu'un. Et moi, même à l'école, par exemple, à l'époque, j'avais du mal à écouter, pas parce que je trouvais que les profs étaient pas pertinents, mais c'était qu'en fait, enfin, vite qu'on passe à la suite, quoi. Ok. L'école, c'est marrant, c'est un moyen, mais c'est pas forcément la finalité. Et en fait, j'étais déjà sur l'étape d'après. Et donc, je refuse ça et je décide à la fin de mes 3 années d'aller en Australie. Je travaille pour un palace en tant qu'assistant expérience client.
Ça se passe bien, ça me permet de perfectionner mon anglais, donc c'est plutôt cool. Après, je vais vivre au Mexique. Au départ, j'avais prévu de bosser, et puis au final, j'ai pas bossé parce que il y a un ami du Brésil un ancien collègue de L'Oréal, qui m'a rejoint pour faire un road trip. Donc, on a fait le tour un peu du Mexique. Donc, c'était incroyable comme expérience, quelque chose que je regrette J'imagine. absolument pas, Mhm. parce que bah, j'ai vu. En fait, en vrai, à 24 ans, j'avais plus ou moins déjà fait le tour du monde, tu vois. Et, Ah, euh, et en fait, ça te forge et ça te forme aussi d'une certaine façon. Tu as vu d'autres cultures, tu as vu d'autres mentalités, et tu sors surtout de cette boîte, entre guillemets, dans laquelle nous, Français ou Européens, on est, tu vois, où on a notre façon de voir les choses, notre méthodologie. Et moi, très vite, déjà par l'intermédiaire de ce que je pouvais éventuellement regarder quand j'étais jeune, mais aussi par la suite avec mes nombreux voyages, très vite, voilà, j'ai vu et compris qu'il y avait d'autres façons d'aborder notamment la partie de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été plus facile pour moi de franchir le cap. ok, bah, t'as du vécu, comme on va dire. La Allah vérité. barak, tu m'as caché tout ça, Yacine, je savais pas moi tout ça. Ouais, il y a encore Alhamdulillah, plein de t'as choses pas que tu sais pas, mais signé. j'attends. Ouais, mais parce qu'il y a des choses que je dois sortir pendant mon, Tu vas mon écrire un reparti livre, de toi encore, France. alors, un biopic sur Bah oui, Netflix. Alhamdulillah que t'as pas Netflix, signé bah chez oui. L'Oréal, frère. Ça aurait terminé en mock-up en tuto, frère. Non, non, non. Et en plus, Alhamdulillah. t'inquiète pas, là, sur les autres questions, il y a encore d'autres anecdotes. N'hésitez pas à partager à toutes les personnes de Inch'Allah. à tous vos abonnés. Il y a du lourd qui arrive. Mais blague à part, parce qu'en fait, je pense que c'est important, parce qu'au début, tu t'es pas présenté. Je pense qu'il y a des gens qui sont là, ils sont en train de t'écouter, ils savent même pas qui tu es. Ouais. Parce que je vois que dans les commentaires, ils disent, mais c'est qui parle, Yacine, direct. Je sais pas si du coup, vous l'avez posé la question, Harry Mahdi, si tu l'as posé la question sur le fait de se présenter ou. C'était la première question. Non, bien sûr. Ok, parfait. Parfait, excellent. Je vous laisse continuer, je m'étais. Salut. Alors, bah, du coup, on va parler plus de ton entreprise et on aimerait savoir, toi qui as ouvert ton entreprise immobilière sans riba, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées type de travail? Euh, C'était ça la troisième question? Naam, c'est ça. Ok. Repose-la moi, pardon. Une journée type de ton travail, si tu peux nous expliquer. Euh, Alors, je dois avouer que notamment depuis le début de Muslim Immobilier, j'ai pas réellement eu de journée type. Parce que c'est le début d'un projet, et donc comme dans tout début de projet, tu es un peu au four et au moulin. Il faut savoir que moi j'ai une autre entreprise aussi à côté qui est Oligo. Donc pour ceux qui ne savent pas, Oligo c'est la première plateforme d'organisation d'Umrah sur mesure pour les francophones. Et, euh, et donc, en fait, je suis souvent entre la France, le Canada, la Belgique, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Turquie, parce que, bah, en fait, le Maroc, Muslim Immobilier est implanté dans tous ces pays-là. Et pour l'Arabie Saoudite, bah, Oligo, je dois m'y rendre régulièrement pour bah, parler avec les prestataires, les rencontrer, essayer de aussi voir, moi, de mon côté, quelles peuvent être les améliorations à apporter aux personnes qui travaillent via la plateforme pour accueillir les pèlerins. Donc, je dois être au plus proche du terrain, ou en tout cas, je veux l'être. Et donc voilà, j'ai pas réellement de journée type. Après, je pourrais te donner un exemple. Quand je suis aux Émirats Arabes Unis, généralement, ce que je fais, c'est plutôt des rendez-vous avec des promoteurs, parce que bah voilà, nous, notre particularité, c'est d'aller négocier des plans de paiement directement auprès des promoteurs, et donc ça, c'est ma partie. D'accord? Euh, Après, il y a aussi le fait d'interagir, ouais, avec toutes les parties prenantes, que ce soit les commerciaux, que ce soit le responsable des mandataires. Éventuellement, là, on est sur un nouveau projet. On va pouvoir permettre à tout musulman, même avec des revenus modestes, de pouvoir investir dans l'immobilier avec des taux de rentabilité pouvant aller jusqu'à 15% par an. Et ce, même à partir de 300, 400 euros, tu vois.
Donc on est en train, voilà, je suis constamment en train de réfléchir et de travailler sur les axes de développement de mes activités. Ok, donc Allah fructifie tes commerces et tes projets. Amin. Hum, Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ouvrir son entreprise? Est-ce que tu peux nous donner des conseils sur les formalités administratives, les pays étrangers, etc. Ouais, alors je vais commencer par autre chose. Moi, je vais surtout commencer par dire que euh, c'est pas forcément, c'est pas forcément la base d'un business. Je pense qu'il faut déjà essayer d'aller au bout d'un projet, de le mûrir, éventuellement, même sans forcément avoir des statuts d'entreprise, essayer de vendre ce que vous voulez vendre aux gens éventuellement que vous pouvez connaître ou peu importe, avant d'essayer de rentrer dans une structuration de votre idée. Ça, c'est important parce que, en fait, tu as beaucoup de gens qui, parce que le côté administratif les effraie ou le côté structurel les effraie, qui se disent ouais, j'y vais pas, tu vois. Alors que je pense on est tous conscients dans ce live que si demain, en lançant ton activité quelle qu'elle soit, tu arrives à voir qu'en fait, sur le premier mois, tu arrives à prendre 2000, 3000 euros, que les gens sont satisfaits de ce que tu proposes et qu'il y a une vraie demande, là, je peux t'assurer que les papiers, ce sera plus un problème, tu vois. Parce que, D'accord. en fait, dans ta tête, les papiers, ça devient juste la confirmation de ce que tu as déjà fait. Alors que quand tu dois faire des papiers administratifs pour créer une structure en amont, sans même savoir si ton idée va tenir la route ou pas, bah forcément que tu vas à reculons et forcément que tu retardes un certain nombre enfin, sur un certain nombre de temps, en fait, ce truc-là, tu vois. Donc ça, c'est, je pense, le premier conseil que j'ai envie de donner. Ensuite, pour les étapes administratives, pardon, bah, tout dépendra du pays des différentes personnes. Voilà, la personne qui souhaite s'expatrier, bah, qu'elle aille éventuellement monter un business soit dans des pays offshore comme les États-Unis ou Hong Kong, par exemple. Il y a plein de structures qui accompagnent dans ce cadre-là. Voilà. Moi, aujourd'hui, mes sociétés sont essentiellement en Europe, pas en France, en Europe et aux États-Unis, pour des raisons D'accord. fiscales et aussi pour des raisons de facilité administrative. Mais voilà, après, ça dépend de chacun. Ok, d'accord. Ok. Jazakallahu pour les conseils. Et, euh, et quelle est la banque que tu as choisie pour faciliter tes transactions et ton business? Si c'est pas indiscret. Euh, Différentes C'est banques, c'est le essentiellement fisc des ici ou c'est. ouais, Pas c'est du tout. ça, c'est ça. Essentiellement des fintech pour la question de facilité, ne pas avoir à dépendre d'une agence physique. Donc D'accord. TransferWise, Revolut Business, il y en a plein. Voilà. Par contre, excusez-moi, un petit conseil par rapport à cette question de banque, et ça revient aussi du coup à la question de les étapes pour création de société. Il y a beaucoup de gens qui restent beaucoup bloqués sur cette question-là, création de société, optimisation offshore, alors qui font même pas encore d'argent réel. Et même moi, je suis tombé dans cette problématique de se dire, OK, je vais créer une société offshore, alors que ces questions de création offshore, c'est quelque chose qui vient en tête quand tu fais vraiment des gros billets. Commencez d'abord à valider une idée de business, à la tester, à voir comment ça se passe, et puis voilà, les choses iront tout seules. Et puis aussi, très important, si vous êtes amené ou vous voulez créer une société dans un pays autre que votre pays résident, etc., bon, forcément, après avoir validé toutes les questions de fiscalité, parce qu'ils vont pas vous rater, Ouais. c'est surtout la question de la stabilité bancaire. Si vous voulez ouvrir une société quelconque, hein, regardez toujours la stabilité bancaire parce que c'est super important. Vous pouvez pas mettre votre business entre les mains d'une banque en ligne, par exemple, qui pourrait très bien vous faire sauter du jour au lendemain et perdre beaucoup d'argent. Je l'ai vécu, des amis l'ont vécu. Par exemple, Wise, Revolut, effectivement, c'est une bonne alternative, mais n'oubliez jamais que
en passant par ces banques-là, ce sont des banques en ligne et il y a toujours des raisons qui font que parfois on peut vous sauter ou bloquer votre compte ou quoi. Effectivement, ça peut aussi arriver avec des banques, on va dire lambda, des banques pas en ligne, mais c'est toujours important de pouvoir avoir des banques en ligne pour les transactions de votre business et toujours aussi, c'est possible d'avoir une banque normale euh, ou dans laquelle vous ouvrirez un compte. De toute façon, je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est important. Comme ça, au moins, il y a un plan B. Je vous parle de ça parce que je l'ai vécu récemment. Et donc, c'était un petit Ouais, conseil. d'accord. Jazakallah khair pour le conseil. Amin wa jazak. Alors, est-ce que Harry, tu as autre chose à rajouter concernant cette question? Pas sur les banques. C'est bon. Ok, bon, on passe à la question suivante. Alors, beaucoup de frères ouvrent des commerces en ligne, chose qu'on ne voyait pas il y a 10-15 ans. Mais aujourd'hui, il y a aussi des structures comme les tiennes. Quel conseil peux-tu donner à ceux qui nous écoutent pour viser plus haut? Euh, de regarder la destination et pas et pas le voyage. Je m'explique. Euh, je pense qu'on a tous un idéal de vie, même si pour certains il est plus clair que d'autres. Mais il y a toujours des gens, voilà, si tu leur demandes de façon un peu naïve, comment tu vois ta vie de façon parfaite, et ben t'as des gens qui sauraient te répondre à ça, mais euh, la personne va pas forcément se donner les moyens. C'est-à-dire qu'elle te dit, bah, je me vois propriétaire, je me vois avoir une grande famille, habiter dans une belle maison. Euh, mais en fait, cette personne-là, elle est, je sais pas, caissière ou peu importe le métier. Mais du coup, elle est dans un métier qui, dans l'absolu, ne lui permettra pas d'arriver à ces ambitions-là. Donc, quand je dis qu'en fait, il faut regarder la destination et non pas le voyage, c'est pour se dire, OK, en fait, tu sais où tu as envie d'être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Tu sais où tu as envie d'être, élabore un plan et fais en sorte d'essayer d'y arriver. Parce que, comme dirait quelqu'un d'assez connu, une volonté sans, sans plan, sans chose que tu mets en place, ça reste qu'un rêve. Alors que quand tu mets un plan en place, ça devient un objectif. C'est déjà pas la même chose. Ensuite, évidemment qu'il faudra être persévérant. Je pense qu'on en parlera dans les questions qui arrivent après. Il n'y a rien de facile, évidemment. On n'est pas de toute façon pas là pour vivre une vie facile. On est là pour une vie de lutte. Et c'est aussi le cas pour l'entrepreneuriat. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Après, comme l'a dit le frère Zakaria, ça dépend de certains profils, mais je pense que si réellement, encore une fois, on en revient toujours à la même question, si réellement ce que tu veux à la fin, c'est ce que tu dis, alors moi je reste persuadé que tout le monde peut arriver à ses objectifs, tu vois. Et c'est pas un discours entre guillemets à la Instagram, just do it ou je sais pas quoi, tu vois. C'est réellement une conviction personnelle Ouais. parce que voilà, je me dis qu'en fait, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune barrière aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Il n'y a aucune barrière qui ne peut pas être franchie. Tu parles pas une langue, tu as des outils gratuits pour apprendre à parler une langue. Tu sais pas coder, tu as des outils gratuits pour apprendre à coder. Tu sais pas faire du graphisme, tu as des outils gratuits pour savoir. Enfin, tu vois, aujourd'hui, on peut plus se dire comme il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Donc, je rejoins du coup la question qui est posée. On peut plus se dire en fait, je peux pas. Tu vois, réellement, je parle. Il y a des gens qui vont te dire, je peux pas. Ils vont te raconter une histoire fantastique, mais ils vont te dire, je peux pas. Mais dans les faits, leur je peux pas, moi, je le traduirais plutôt par je veux pas. Parce que si tu peux pas, c'est que tu veux pas. Quelqu'un qui veut, il peut. Et ça, c'est ma conviction personnelle. Quand on nous dit, et là je sors de l'entrepreneuriat, mais quand on me dit, ou quand on dit de façon générale, bah aujourd'hui j'ai pas pu ouvrir le Mus'haf par exemple.
Non, tu mens. Tu mens. Tu n'as pas voulu ouvrir le mushaf, ça c'est la vérité. Non, d'accord. Non. Parce que ton téléphone, tu l'as ouvert, mais parce que tu voulais l'ouvrir. La télé, tu l'as allumée, parce que tu voulais l'allumer. Le Coran, il est tout aussi là, et tout aussi présent, et tout aussi facile d'accès, que ce soit via un téléphone, via un livre, peu importe. Donc c'est que tu veux pas. Et en fait, du coup, c'est pour ça, quand tu vois qu'il y a plein de gens qui te disent, ouais, moi j'aimerais être hafid al-Qur'an, j'aimerais vraiment rentrer plus dans la profondeur du Coran Karim, etc., etc. Non, c'est pas vrai. Non, non. Ce que tu veux, c'est pouvoir payer ton loyer, alhamdoulilah, et t'as raison, va truc. Tu veux pouvoir avoir du temps avec tes amis, alhamdoulilah, fais-le. Tu veux pouvoir éventuellement chiller devant la télé, bah fais-le. Mais me dis pas, j'ai envie d'être hafiz al Coran. Parce que si tu le veux, bah en fait, tu prends ton mushaf et t'apprends. Quand des amis te disent, ouais, viens, on sort et tout, ah, je suis désolé, aujourd'hui, j'ai mes 2 pages à lire, je peux pas venir. Si je viens avec vous, je pourrais pas lire le Coran. Maintenant, je fais quoi? C'est Donc, ça. tu vois, c'est en ça qu'en fait, je dis que mais après, c'est aussi, et ça, j'en suis conscient, hein, c'est aussi la société, entre guillemets, un peu Instagram dans laquelle on vit. C'est que les gens, ils sont très dans le théorique, dans le paraître, tu vois. Là, je pense que dans le live, les gens le ressentent peut-être, j'espère, que moi, je suis plutôt dans le concret, et j'ai parfois peut-être de façon maladroite, mais je dis les choses comme je les pense, et je pense avec un certain vécu, essayer d'apporter un peu de hauteur à tout ça. Et donc il faut qu'on arrête de se dire que moi j'ai envie de faire la hijra, moi j'ai envie de ceci, moi j'ai envie de cela. Dans les faits, je répète, si réellement c'est ce que tu veux, eh ben tu peux le faire. Ouais, c'est ça, exactement. Faut se forcer un Non, petit peu. Zakaria, c'est pas ça? Je suis bouche bée par ton éloquence. Allahumma barik. Non, c'est très très vrai. C'est très vrai ce que tu dis. Qu'Allah Azza wa Jal nous permet de pouvoir entreprendre les causes et toujours dire Inch'Allah, yani on fait les causes, mais c'est Allah qui donne. Qu'Allah nous facilite. Toujours, Amin. toujours, toujours, toujours. Évidemment, le but n'est pas de mettre l'humain au-dessus du radar, c'est pas ça l'idée. Mais c'est juste de dire qu'en fait, dans les Non, faits, je comme je l'ai comprends. dit, si tu mets en place des choses, bah, tu vas arriver à ce que tu veux faire. Et après, c'est Allah Azza wa Jal. Et à ce moment-là, euh, on en revient là aussi, du coup, je crois que c'est un hadith, que les actes ne valent que par leurs intentions. Si toi, tu as fait toutes les causes, t'es mort en faisant toutes les causes de Hijra. T'as entrepris, t'as truc, t'as machin, dans la simple volonté de pouvoir éventuellement un jour faire la hijra. Et Allah Azza wa Jal, bah, il t'a pris avant que ça se concrétise. Khlas, t'as réussi à faire ce que tu voulais faire. Ta hijra, tu vas la retrouver le Qiyamah. Et on n'a aucun doute là-dessus. Donc c'est en ça aussi que je dis qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir le résultat de la chose pour se dire qu'en fait, on a réussi cette chose-là. La personne qui voulait faire la hijra, qui a mis toutes les choses en place, la personne qui voulait être hafid al-Qur'an, qui a mis toutes les choses en place, la personne, elle s'est imposée une rigueur, elle a fait des sacrifices, des compromis dans sa vie de dunya pour arriver à cet objectif-là, nul doute qu'Allah Azza wa Jal va lui donner cette récompense. Et peut-être, ça se trouve, cette personne, elle avait que chose à main. C'est ça notre religion. Donc, Et ça Ça, revient c'est un pas petit peu à, non. ça revient un petit peu à la question de, finalement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que pour arriver à un objectif, il faut entreprendre des causes. Mais que dans les faits, beaucoup de gens sont dans la théorie, mais peu de gens entreprennent ces causes pour arriver à atteindre leurs rêves. Et donc, entre parenthèses, c'est là où on se pose la question, est-ce que tout le monde est capable d'entreprendre ses causes? Et c'est ça finalement qui définit l'entrepreneur. C'est le fait de pouvoir se permettre ou de se donner les moyens d'entreprendre des causes, de sortir de sa zone de confort pour réussir à atteindre ses objectifs. Quand bien même il ne les atteint pas, il sera sur le chemin. Tu comprends? Et ici,
faire un aparté par rapport à la religion, parce qu'en fait, nous, la religion, c'est le centre de tout. On vit et on mort pour Allah Azza wa Jal. Mm. Et l'aparté, c'est quoi? C'est tout simplement pour dire que nous, l'objectif, c'est de mourir sous la voie de la sunna, tu vois. Et de constamment essayer de viser cela, de se dire, ok, parce que la fin, ou plutôt ta vie est à l'image de ta fin, tu vois. Donc si tu veux le Jannah, si tu veux la sunna, si tu veux, eh ben, faire en sorte que les actions que tu vas entreprendre dans ta vie soient à l'image de ce que tu vas atteindre à la fin. Tu veux le paradis, fais les actions du paradis. Tu veux un rêve, atteindre un rêve entrepreneurial dans cette dunya, fais les causes qui vont te permettre d'atteindre ce rêve-là. Donc fais les causes et t'inquiète pas t'inquiète pas, Allah Azza wa Jalla va te faciliter. Et donc pourquoi je te dis ça, c'est pour dire tout simplement finalement, est-ce que tout le monde peut entreprendre ces causes-là? En théorie, tu me dirais oui, tout le monde est capable. Mais dans les faits, il y a tellement de paramètres, cette société qui endort les gens, il y a plein de choses qui font que, en réalité, on peut tous être capables sur le plan physique, mais sur le plan mental, beaucoup de gens ne se sentent pas capables. Tu sais bien, il y a plein de paramètres psychologiques, etc. Mais quoi qu'il en soit, faites les causes et vous inquiétez pas. Faites les causes, vous inquiétez pas. Une chose en appelle à une autre, tout simplement. Wallahu a'lam. Naam. C'est bon pour cette question du coup? Oui. Naam. Alors, je pense que tu avais répondu au tout début, mais je vais quand même te la reposer. Selon toi, est-ce que n'importe qui peut entreprendre? Ouais, bah, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. Ah. C'est, euh, c'est oui. C'est oui. Comme je l'ai dit, c'est en fait où est-ce que tu as envie d'aller, tout simplement. Donc à la fin, on en revient plutôt à une question de volonté plutôt qu'une question de capacité. Alors la question suivante, j'imagine que tu n'étais pas seul à développer un tel projet. As-tu eu des associés, des partenaires? Est-ce que l'amitié tient le choc dans le business? Et quels conseils peux-tu donner pour ceux qui souhaitent se lancer? À plusieurs. Alors là, frérot, tu viens de lancer une question. Là, tu viens de lancer une question. Alors juste 2 secondes, un instant, s'il te plaît. Parce que en fait, je crois que j'ai un bug sur mon téléphone. Et ça fonctionne. Juste un instant. Je te refais une demande de truc là. Ok, ok, pas de Le souci. téléphone, il s'arrête, ouais. Je suis encore là, hein, au cas où. Ah, t'inquiète, je sais. Le frère là va nous rejoindre normalement. C'est bon. Envoie une invitation. Salam alaikum. Comme ça là, voilà. Ouais, désolé. Euh, alors, la question qui fâche. Alors oui, donc j'ai effectivement pas fait ça tout seul. Et moi, j'ai toujours eu aussi une mentalité entre guillemets où le but c'est pas d'arriver en haut de la montagne, tu vois. Le but c'était pas d'arriver en haut de la montagne. Le but c'était d'arriver en haut de la montagne, mais accompagné de personnes qui pouvaient éventuellement m'être chères. Et donc forcément. Euh, Bah, au départ, tu te dis qu'en fait, le meilleur moyen d'arriver à cet objectif-là, c'est de le faire avec tes amis. En tout cas, des personnes proches. Et donc, j'avais commencé ma première activité avec une personne avec qui on a eu des différends, mais dans l'ensemble, on va dire que ça a été formateur pour lui et pour moi. D'accord. Euh, Après, on a en parallèle, donc avec cette personne et avec d'autres personnes qui, pareil, étaient un peu proches de moi, on a monté à l'époque, du coup, Umawe, qui est du coup l'ancêtre d'Oligo. Et là, c'était, on va dire, un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais pris des personnes proches euh, qui voulaient, qui pouvaient éventuellement se donner les moyens de réussir Ouais. et qui n'ont peut-être pas forcément vu en cette opportunité-là à l'époque bah, la possibilité, tu vois, de capitaliser sur un projet et de se lancer à son compte. Pour eux, ça paraissait peut-être flou, peut-être que pour eux, à cette époque-là, pour eux, en fait, ça pouvait pas être nous
genre des personnes, tu vois, d'une banlieue d'Île-de-France qui allons lancer la première plateforme, tu vois, d'organisation de ramadan sur mesure, tu vois. Ça peut pas être Ouais, ça. c'est trop gros pour eux, quoi. Voilà. Euh, et c'est vrai que bon, voilà, moi, comme je l'ai dit, avec mes voyages, avec ma rigueur, avec ma persévérance, j'étais, je ne vais pas dire persuadé, mais j'avais cette volonté-là, en tout cas, d'y arriver. Et donc, euh, et donc, ça a été très dur parce qu'on était peut-être 5 ou 6 personnes à le faire. Et bah, les gens travaillaient pas forcément, en tout cas pas à la hauteur de ce que moi je voulais. Et en parallèle, en fait, c'est des personnes avec qui tu es ami, donc c'est un peu compliqué, tu vois, de gérer les deux. Euh, donc c'est pas évident. Euh, donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rentré d'autres personnes dans Oligo, qui sont du coup mes associés d'aujourd'hui. Et là, des profils beaucoup plus confirmés, avec bah, voilà, des gens qui avaient déjà fait de l'argent avant, qui étaient de bons conseils, etc. Et j'avais sorti mes amis. Euh, et ça a été un choix qu'on pourrait qualifier de dur à faire, et en même temps qui paraissait tellement logique, entre guillemets, dans le sens où, comme je l'ai dit, en fait, on a un objectif, et l'objectif, c'est d'arriver à faire ça. Et donc, en fait, soit on le fait ensemble, ou soit je vais le faire tout seul. Mais dans tous les cas, ce sera pas j'arrêterai le projet parce que ça marche pas avec des gens. Le projet est plus haut que des gens, et je laisserai, entre guillemets, personne me mettre des bâtons dans les roues, même si c'est pas leur volonté, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était plus dans leur comportement et dans leur façon de voir les choses qu'au final, ça a été plus euh, bah, un problème qu'un avantage de travailler avec des amis. Puis enfin, après, j'ai repris du coup, donc j'ai recommencé Moussi Immobilier avec le même associé avec qui j'avais fait mes 2 premières activités, Ouais. euh, avec qui on avait déjà eu un certain nombre de différends à l'époque. Donc il faut savoir que voilà, j'avais créé Moussi Immobilier. Les 3 projets sont les miens dans le sens où en fait c'est moi qui ai eu l'idée de le faire, tu vois. C'est moi qui ai voulu aller dans ce truc-là, qui ai mis le business sur la table et se dit, ok, j'ai envie de faire ça. Et puis au final, encore un même problème, voilà, des affinités qui se traduisent pas en fait dans le monde du travail, une façon de se comprendre dans la vie de tous les jours qui ne se traduit pas dans le monde du travail. Euh, et en fait, bah, voilà, c'est extrêmement compliqué. Et c'est vrai que moi, j'aurais aimé, c'est peut-être un de mes regrets, euh, même si aujourd'hui, je suis très, très, très content des gens qui m'entourent parce que franchement, être passé par toutes ces expériences-là, en fait, je pense que c'est, et encore une fois, par la sagesse d'Allah Azzawajal, c'est ce qui me fait aujourd'hui apprécier de travailler en équipe. Ok. Parce que, en fait, avant, j'ai vu ce que j'avais et aujourd'hui, je vois ce que j'ai. Et en fait, je me dis que avec les gens avec qui j'avance aujourd'hui, ben, tu peux aller à la guerre, tu vois. Tu peux aller à la guerre et pas juste est-ce que tu vas la gagner ou pas la gagner. C'est de se dire, en fait, ok, peut-être qu'on va perdre la guerre, peut-être, mais en tout cas, je sais que à mes côtés, les gens avec qui j'avance aujourd'hui ne partiront pas du front, tu vois. Et ça, je pense que c'est important de se dire que voilà, les gens sont là, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de croire. Les gens sont là et seront là, quoi qu'il arrive. Je parle des gens que j'ai aujourd'hui, sont là et seront là, quoi qu'il arrive, contre vents et marées, et voilà. Et ça, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, c'est important, tu vois, de se dire que tu vas pas être remis en question sur chaque décision que tu vas prendre. C'est important de se dire que les gens avec qui tu peux être te font confiance pour prendre les bonnes décisions, pour aller dans la bonne direction, et même d'un point de vue humain, que les interactions se passent avec sagesse, avec fraternité, avec voilà, une vraie volonté de faire avancer le truc ensemble et de ne pas avoir une personne ou une autre qui veut tirer son épingle du jeu alors que c'est pas nécessaire. Ouais, non. Donc voilà, pour répondre à la question du coup, parce que je l'avais cru l'avoir, est-ce que l'amitié peut tenir le coup de l'entrepreneuriat?
J'ai envie de dire que oui. Ça dé- Maintenant, j'ai aussi envie de dire, un peu comme le mariage ou les voyages, tu te rends compte de ce qu'est une personne, et c'est Omar ibn al-Khattab qui le disait d'ailleurs, tu te rends compte de ce qu'est une personne uniquement quand tu fait ces choses-là, c'est-à-dire voyager, entreprendre avec quelqu'un. Et voilà, donc en fait, c'est que finalement, si ces personnes-là sont plus là, ou plus à la place qu'ils étaient, c'est que c'était pas forcément des amis ou des personnes proches qu'il fallait garder. Et c'est pas grave, hein. Voilà, il y a des personnes qui rentrent, il y a des personnes qui sortent, ça fait partie de la vie. Et aujourd'hui, quand je vois l'entourage aussi que j'ai, par extension, même dans mes relations amicales, bah, en fait, je suis content d'avoir continué de croire que, en fait, tu ne peux pas accepter tout parce que la personne, entre guillemets, est un ami, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, tu vois, qui est très, même si j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je suis quelqu'un qui est très binaire, tu vois. C'est soit blanc, soit noir. Ouais, d'accord. Et donc, quand j'avais des amis, par exemple, qui faisaient des trucs bizarres, bah, c'est ok, bah, fais ta vie, tu vois. J'étais très peu dans le compromis quand il s'agissait des relations amicales. J'ai appris évidemment à évoluer. Plus on vieillit et euh, plus voilà, on a de la patience sur ces choses-là. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, quand je vois les personnes qui ont pu sortir de ma vie et les personnes qui y sont aujourd'hui, bah, j'aurais pas pu demander mieux, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, ça me- ça m'a fait. Pas une Alors, anecdote, Zakaria? Non. j'en ai pas forcément. Après, tu sais très bien, certaines choses, ça résonne intime, mais fois de plus, franchement, je valide très fort ce que tu viens de dire. Tu sais très bien qu'on est plus ou moins. L'entourage est hyper important, tu vois, que tu le veuilles ou non, c'est la clé de la Ah, mais de toute réussite. façon, bah, il y a une phrase qui dit ça. C'est même pas de la théorie. Il y a une phrase qui dit La moyenne l'entourage. de 5 personnes qu'on fréquente aussi. Non, tu as ça aussi, que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et il y a aussi une phrase qui dit euh, l'entourage est à l'entrepreneur ce que l'alimentation est au sportif. Donc, c'est un Exactement. peu ça, tu vois. Demain, un sportif qui prend que du coca, qui boit jamais d'eau, qui dort mal la nuit ou autre, je peux t'assurer que c'est Physionomique. physiologiquement Yeah. ou physiquement parlant, c'est impossible que cette personne, elle donne quelque chose sur un terrain de foot, ou peu importe sur le sport de lequel on parle. Bah, Ouais. l'entrepreneur, c'est la même chose. Si demain, son entourage est nocif, toxique même parfois, que tu as des gens qui sont mal intentionnés de façon apparente ou cachée, etc., etc., bah, c'est des choses qui peuvent détruire un projet ou qui peuvent détruire même un homme, tu vois. Parce que tu as Mais mis beaucoup de confiance sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes. Et au final, bah, tu te retrouves tu peux être déçu, remettre en question plein de choses et se dire en fait, ouais, ben, en fait, est-ce que ça vaut le coup? Autant que j'arrête de me prendre la tête avec des gens et voilà, que je passe à autre chose, tu vois. franchement, Abdelkérim, à titre de comparaison, c'est exactement la même chose avec la religion. Le fait de fréquenter les gens qui veulent pour nous le Jannah, tu vois. Et là, tout à l'heure, tu viens de dire quoi? Tu as dit qu'entre parenthèses, ces gens-là peuvent détruire ton business, peuvent détruire ce que tu entreprends, tu vois. Et ben, de la même manière, certaines personnes que tu fréquentes peuvent détruire ton au-delà. De par leur mauvaise fréquentation, de par leur mauvaise influence, ils peuvent te guider intentionnellement ou pas vers l'enfer, tu vois. Et c'est exactement la même chose. La vie est faite de sorte à ce qu'il y a un genre de tri naturel qui se fait. Et Après, ça, voilà, en forcément, fait, ça, ouais, tfadal. non, j'allais dire qu'en fait, ça c'est intéressant parce que ce que j'invite à faire aujourd'hui, même si c'est dur, et honnêtement, je comprends qu'il y ait des gens qui se soient dit qu'il y a des gens qui sont dans leur vie depuis tellement longtemps que c'est Ouais. compliqué en fait de s'éloigner d'eux. Mais en fait, il faut aussi être conscient. Et là encore, Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, dans Surat Al-Furqan, je crois, quand il dit euh, mais pourquoi j'ai pris un tel ou un tel comme ami?
Tu vois, c'est déjà Mm. des passages qu'on sait qu'on va vivre et on est insouciant en fait sur ces passages-là. Il n'a pas dit, il a pas dit euh, pourquoi j'ai pris un tel ou un tel comme personne que je connais ou enfin je sais pas. Je crois que c'est Khalil le mot qui est utilisé dans, dans, dans le verset. Donc c'est vraiment quelqu'un de proche, quelqu'un qui est là, qui est avec toi. Et en fait, on peut se dire qu'ok, cette personne-là, quand je suis en galère, elle est venue me réparer ma voiture ou peu importe, tu vois. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui, je sais pas, peut-être que la personne, elle te laisse dans la musique, peut-être que la personne, elle t'enjoint dans des contextes de mixité, peut-être que c'est une personne qui va jamais te parler d'Allah Azzawajal. À chaque fois que vous allez vous retrouver, vous allez parler de plein de choses, je sais pas moi, de sport, de manga, peu importe de quoi vous allez parler, mais Allah Azzawajal n'est pas au programme. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, vous avez quand même le, 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 le pouvoir, entre guillemets, de pouvoir faire le tri de ces fréquentations-là. C'est dur, d'accord. On n'est pas en train de dire le contraire. C'est des gens avec qui vous avez grandi, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai encore des gens avec qui j'ai grandi, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut balayer tout le monde et qu'il n'y a que les nouveaux qui sont géniaux. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir prendre ses distances avec les gens qui ne vont pas dans la direction dans laquelle on aspire à aller. نعم. Et il faut savoir le faire. Et c'est vrai, et c'est vraiment, 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 vraiment important. Et je remercie Zakaria d'avoir aussi placé ça sur la question de la religion. C'est vraiment important de faire ce tri-là parce que à la fin, je vais donner une anecdote. J'en ai plein, mais là, je vais en redonner une autre. Donc moi, quand je suis arrivé ici aux Émirats, voilà, aujourd'hui, j'ai des frères ici avec qui je suis souvent, qui ont un bon comportement, avec qui on parle souvent d'Allah Azza wa Jal, etc. Je vais donner un exemple bête, mais pour que vous compreniez en fait à quel point les fréquentations c'est important. C'est important. Je me gare en bas de leur bureau, et en fait en bas de leur bureau c'est des places payantes. Ok. Donc moi je monte, et il y a un de mes sahab, il y a un de mes amis qui était garé en fait avant ma voiture. Ok. Ce mec-là, ce frère-là, il prend une amende. Ok. Il prend une amende. Aujourd'hui, exceptionnellement, il avait oublié de payer la place de parking. Et moi, entre guillemets, hein, fier, tu vois, tu sais, nous on vient de banlieue, donc dès qu'on peut ne pas payer, on ne paye pas. Fier de pas avoir payé et de savoir que le mec qui met les amendes est en train de les mettre. Je dis, bah vas-y, bah du coup, moi je vais payer mon truc, comme ça au moins je prends pas d'amende. Et là, il y a un frère qui me fait une nasiha. Et c'est là où tu vois en fait que vraiment, les gens, ils sont. T'as les amis que tu mérites, enfin pas que tu mérites, mais t'as les amis que tu vas chercher. Il y a un frère qui me fait une nasiha, il dit mais Akhi, en fait, même si là, par exemple, ok, tu vas éviter ton amende et tout, mais il dit au-delà de l'amende, en fait, quand tu te mets à une place payante, tu signes un contrat qui n'est pas physique, mais tu signes un contrat entre la ville et toi qui dit que si tu te mets ta voiture ici, bah, tu dois payer. Et donc, comme tout contrat, le musulman est avec son engagement, bah, tu es censé payer. C'est vrai. Et qu'on- regarde l'exemple que je viens de te donner, Harry, hein. Je t'ai pas parlé de voler, je t'ai pas parlé de musique, je t'ai pas parlé de fornication. Là, je t'ai parlé de payer un parking payant. Tu vois? C'est pour te dire en fait à quel point, et c'est dans ces détails-là que tu vois le bon comportement d'une personne. Parce que là, entre guillemets, euh, c'est même plus banalisé le fait de pas payer une place payante. Là, on parle un peu de banaliser. C'est genre, c'est limite la norme. Tu vois, c'est le truc. Payer une place payante, c'est là où, en fait, pour moi, c'est pas normal, tu vois. Mais le frère, il remet le truc au centre du débat en se disant, en fait, là, tu as signé un contrat. Tu as signé un contrat. Il faut que tu respectes ton contrat. Ah, c'est vrai. On n'y pense pas en plus. Donc, tu vois, Allah. c'est pour dire qu'en fait, et pour conclure sur ce que Zakaria disait, bah, les fréquentations. Combien de personnes dans notre entourage auraient été capables de nous dire ça? Là, il y en a très peu, hein.
Voilà. Bah, c'est des personnes aujourd'hui, et je remercie Allah Azza wa Jal pour ça, c'est des personnes que j'ai eues dans ma vie parce qu'à un moment donné, j'ai fait preuve de pragmatisme. Et donc ça, c'est extraordinaire comme aventure. J'ai fait preuve de pragmatisme. En fait, soit la personne religieusement, elle m'élève, ou autre, mais il faut qu'il y ait une partie religieuse quand même. Si c'est le cas, Non. alhamdoulilah. Si c'est pas le cas, bah, salam alaikum, ou bonjour, et khlas. Pour faire simple et laisser la parole au frère peut-être Mahdi pour qui nous partage à toi donc les prochaines questions, c'est que moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu de meilleur associé que celui qui craignait Allah Azza wa Jal. Souvent, les gens ont cette image que l'entrepreneuriat, c'est juste une question d'argent. Alors que l'entrepreneuriat, c'est avant tout des règles religieuses qui sont liées à du commerce établi dans notre religion où tout est détaillé. Le fait d'avoir comme ami, comme associé, comme partenaire dans le business ou dans la religion, la meilleure des choses pour vous, c'est de prendre quelqu'un qui craint Allah Azza wa Jal, parce que non seulement il va vous élever religieusement parlant, mais en plus de ça, il va être constamment, euh, des bons conseils en fait, et des plus soigneux dans le fait de faire en sorte que votre business soit halal et s'éloigne de toute forme d'ambiguïté ou de choses qui pourraient provoquer le courroux d'Allah Azza wa Jal, donc c'est-à-dire sa colère. Donc, pour faire simple, hein, religieusement ou dans le business, prenez des gens, et ça devrait être la base pour vous, des gens qui craignent Allah Azza wa Jal. Si vous n'avez pas comme même vision, vous ou votre associé ou des partenaires dans un business, ça va forcément à un moment créer un hic. Donc voilà, prenez des gens qui, au moins, vous éloignez de toute mauvaise fin ou problématique. Parce que celui qui craint Allah Azza wa Jal, même s'il y a un problème, il ne va pas vous léser, il ne va pas toucher à votre honneur, il ne va pas parler sur vous, il ne va pas entre parenthèses, voilà. Donc, prenez celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, après, dans le business, prenez des gens qui craignent Allah azza wa jal et qui ont des compétences qui vont être complémentaires aux vôtres pour pouvoir vous permettre de pouvoir atteindre un objectif que vous ne pourriez peut-être pas atteindre tout seul. Au final, avancez en équipe avec une bonne team, des gens qui craignent Allah azza wa jal et qu'Allah nous entoure des personnes qui soient sincères et qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin. Jazakallahu khair pour ces belles paroles, Akhi Zakaria. Jazakum. Alors, la question suivante. Alors, tu as monté d'autres structures depuis Muslim Immobilier. La première question la question qu'on veut te poser, c'est pourquoi? Pourquoi et comment tu t'organises pour gérer ces différentes boîtes? Alors ça s'est pas vraiment passé comme ça. À l'époque, moi j'avais, comme je l'ai dit, on avait créé Govira. Euh, on avait créé Govira et peut-être 3 mois après, j'avais eu l'idée de Oligo Ouma Web pour la Umrah parce qu'en fait ils avaient sorti le visa touriste à ce moment-là. Naam. Et donc bah, j'ai confirmé mon idée avec la mise en place de ce visa-là. Et en fait, Oligo, bah, je l'ai développé pendant 2 ans, notamment pendant le Covid. Et après, en fait, quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma hijra aux Émirats, définitive, bah, en fait, j'ai eu l'idée de lancer un truc dans l'immobilier en parallèle. Et en fait, initialement, je l'avais lancé avec le frère avec qui euh, avec qui on s'est séparés. Et initialement, en fait, moi, j'avais créé cette activité-là uniquement pour que ce frère-là puisse lui gérer un peu et surtout qu'il capitalise sur cette activité pour pouvoir faire sa hijra, parce que c'était pas quelqu'un qui avait fait de grandes études, c'était pas quelqu'un qui parlait couramment anglais, tu vois, donc quand tu veux venir t'installer dans un pays, notamment au Moyen-Orient, c'est assez compliqué. Donc je l'avais facilité sur ces choses-là, et moi de l'autre côté, bah, je gérais un peu la partie stratégique. Mais voilà, l'idée, c'était pas de monter 2 grosses boîtes, tu vois. Moi, c'était mon projet, c'était Oligo. Et en fait, au final, bah, il s'avère que quand on s'est quitté avec cette personne, moi, j'ai décidé d'y aller vraiment, puisque j'ai parlé avec des frères autour de moi qui m'ont dit, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire, euh, et tu devrais vraiment aller au bout de ton idée. Et donc à ce moment-là, du coup, bah, j'ai vraiment voulu développer Muslim Immobilier. Et c'est là où j'ai pris un peu bah, des associés complémentaires
qui a apporté un peu leur pierre à l'édifice et qu'on y est allé réellement en fait, que j'ai voulu créer mon usine à gaz, entre guillemets, comme je l'appelle, qui débite et qui fait des ventes et qui truc et qui machin. Alors qu'initialement, le but, c'était juste de faire peut-être une ou deux ventes par mois, que le frère puisse gagner ses 5-10 000 euros, que moi, je puisse prendre aussi cette somme-là, et au moins, ça nous permet de payer les frais, et en parallèle, développer beaucoup Oligo, en fait. Ouais. Mais, euh, mais à la fin, ça s'est pas passé comme ça, et puis j'ai pris des associés, et on a décidé d'y aller vraiment, et puis aujourd'hui, je jongle en fait entre ces deux projets-là. Mais j'ai des salariés, donc voilà, je suis j'essaie de moins en moins d'être sur le côté opérationnel, donc c'est de moins en moins difficile entre guillemets d'être là en fait, de gérer réellement tous les jours ce qui se passe. Mais alhamdoulilah, c'est ça s'est Alhamdoulilah, passé dans c'est un ce bon sens-là en signe. tout cas. Naam, alhamdoulilah. Du coup, là, on arrive à la dernière question. Déjà, Naam, déjà. Ça passe vite, hein. il est 1h20 du matin chez moi. Demain, je me réveille pour aller à Mecca, à Médine. Ah, naam. Écoute, on va faire vite. Non, t'inquiète, Euh, t'inquiète. alors, là, de toute façon, c'est la dernière question. Depuis le début, on parle d'argent. Alors, la question, c'est la suivante. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Quels sont les pièges à éviter pour ne pas perdre quand Allah nous accorde la réussite? Par exemple, l'entourage, la jalousie, la religion, l'orgueil, etc., etc. Très très bonne question. Bah, évidemment, je vais commencer par une punchline, tu me connais. Euh, Moi, je vais dire, euh, je vais dire que l'argent ne change pas les gens. L'argent ne change pas les gens, il les dévoile. Pourquoi? Parce que selon moi, et encore une fois, je donne mon avis, euh, quand tu as de l'argent et surtout quand tu commences vraiment à faire des gros sous, en fait, là, tu as les moyens d'être qui tu veux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens dans ton entourage vont devenir un peu euh, tes suppléants, tu vois. Tout le monde va te dire, entre guillemets, amen à tout. Euh, il y a peu de gens qui vont venir te dire, en fait, Akhi, là, faut pas que tu fasses ça ou truc, parce que tu as de l'argent. Ça est triste, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et donc, quand je dis qu'en fait, l'argent dévoile les gens, c'est qu'en fait, quand il commence à y avoir réellement des sous sur la table, c'est là où tu vois si la personne, elle est loyale. C'est là où tu vois si réellement la personne, elle est généreuse. C'est là où tu vois si réellement la personne, elle est euh, euh, dans une volonté de faire du khair avec cet argent-là. Euh, Parce que au départ, en fait, elle va avoir l'excuse de j'ai pas ou je peux pas. Mais maintenant, tu as de l'argent, tu fais quoi? Tu vas, tu vas saddaq 30% de ce que tu as ou tu vas aller t'acheter une Lambo et une villa vue mer. Tu as le droit de le faire, hein, qu'on soit d'accord. Je suis pas en train je suis pas en train de dire le contraire, mais en fait, c'est là où tu vois est-ce que la personne, par cet intermédiaire-là, elle a envie de montrer sa réussite. Elle a envie de dire, OK, maintenant, entre guillemets, voyez comment vous me parlez parce que moi, maintenant, je suis plus votre petit, tu vois. Ou alors, à l'inverse, tu vois que la personne, évidemment, elle a augmenté en niveau de vie parce que il n'y a aucune raison et ce serait même limite. J'ai assisté à, à une assise de Cheikh Abdelrazak El Badr à Médine qui parlait de ça justement, en disant qu'il était même limite pas permis pour quelqu'un qui a les moyens, tu vois, d'avoir des habits craqués, etc. Tu vois. Là, t'es plus dans le minimalisme, tu vois. Ça t'est même pas permis, tu vois. C'est pour te dire à quel point, en fait, il y a toujours un juste milieu dans notre religion et qui est important d'avoir. Mais c'est pour dire Exactement. que euh, évidemment que l'argent fait pas le bonheur. Là, enfin, je préfère tout de suite donner le, la réponse à cette question-là. Euh, et pour la simple et bonne raison qu'Allah Azza wa Jal te dit dans le Coran qu'est-ce qui fait ton bonheur. Donc ça sert à rien d'essayer de philosopher 20 ans sur cette question-là en se disant
Est-ce que l'argent fait le bonheur? Non. Allah te le dit. Le repos et la tranquillité du cœur se trouvent dans le rappel d'Allah. Tu vois des milliardaires, tu vois des influenceurs, tu vois des trucs. J'ai vu il n'y a pas si longtemps la vidéo d'une personne. La personne, elle est riche, elle a un enfant, elle est mariée, etc. Elle te fait une vidéo de 8 minutes sur le fait qu'elle n'est pas bien dans sa vie, qu'elle ne comprend pas pourquoi, qu'elle fait des thérapies. Elle, son but, c'était de montrer en fait que bah, c'est un être humain comme tout le monde, tu vois. Mais moi, parce que c'est une mécréante, la personne, moi, ce que je vois et ce que je me dis, c'est en fait, encore une fois, Allah est véridique. Il te dit que tu ne trouveras pas le bonheur en dehors de lui. Toi, tu pensais que c'était en te lançant à ton compte que tu allais le trouver. Tu t'es rendu compte que c'était faux. Tu t'es marié. Tu t'es dit, bah maintenant j'ai quelqu'un. Je vais peut-être aller mieux. Tu te rends compte que finalement le bonheur, tu l'as toujours pas. Ensuite, tu t'es dit, bah c'est peut-être les enfants. Tu as des enfants. Tu te rends compte que le bonheur, tu l'as toujours pas. Pourquoi? Parce que la seule chose qu'on t'a demandé de faire, c'est-à-dire te rapprocher d'Allah Azzawajal et d'habituer ton cœur et ta langue à son rappel, tu ne le fais pas. Ah, ne t'étonne pas, il se passera rien d'un point de vue tranquillité. Et en fait, les exemples qui sont très parlants de ça, c'est pour toutes les personnes qui sont déjà allées en Afrique, par exemple. Euh, bah, quand tu vas en Afrique, notamment subsaharienne, tu vois des enfants, des adolescents, des adultes, des mamans, tu les vois, elles ont un sourire jusqu'aux oreilles, elles ne boivent pas d'eau potable. Ouais, c'est vrai. Elle boit pas d'eau potable. On n'est même pas, là, je ne parle même pas de est-ce qu'elle est en train de manger des frites et des burgers, hein. Elle ne boit pas d'eau, Afi. Mais tu vois, quand tu échanges avec eux, ils ont un bonheur où limite t'as honte. Tu dis, mais attends, mais, mais comment moi je fais pour ne pas être satisfait? Comment c'est possible que moi je ne sois pas satisfait? Elle dort dans une maison en terre cuite ou en paille, mis à part le lait maternel et après quelques petits trucs par-ci par-là, elle a rien à donner à ses enfants. Ses enfants, ils sont heureux. Ils jouent pieds nus avec des boules de je ne sais pas quoi. Ils sont heureux. Donc, à un moment donné, il faut juste regarder les exemples qu'on a autour de nous. On, Il faut se remettre on- en on question. connaît tellement de personnes qui ont de l'argent et qui ne sont pas heureux. Et on connaît tellement de personnes qui n'ont pas d'argent et qui sont heureux. Ah, c'est sûr. Si Ouais. vous me permettez juste de faire un rajout par rapport à ça, sur la question de est-ce que l'argent fait le bonheur? Moi, je dirais que de manière très claire, l'argent ne fait pas le bonheur dans l'absolu. Et pour aller encore même plus loin, l'argent peut faire le malheur, peut être une cause de malheur. Tout simplement pour une raison évidente, c'est qu'on ne connaît pas les sagesses derrière les choses. Et Allah Azza wa Jal nous le dit très clairement, il se peut que vous voyez une chose comme étant bien alors qu'elle a un mal pour vous. Combien sont ceux qui courent après l'argent en pensant que c'est ça qui va leur résoudre leurs problèmes, et une fois qu'ils l'ont, ils vont se remarquer qu'en fait cet argent-là ne fait qu'augmenter leurs problèmes. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui le fait de vouloir faire de l'argent, c'est pas un mal en soi. On est dans une société qui constamment met en avant la réussite à travers l'argent, les voitures, les femmes, toutes ces choses-là. Je vais, il faut pas se mentir aussi. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, surtout, et je vous le dis parce que ça, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé, même dans les projets de da'wah, dans les projets de propagation de science, si tu n'as pas d'argent, tu peux faire que très peu de choses. C'est une réalité qui est beaucoup mise de côté. Mais dans tous les cas, comme il a dit le frère, le vrai bonheur, il se trouve dans le cœur. Et ce bonheur-là, tu le trouveras que quand ton cœur sera soumis à ton Créateur. Tout aussi simplement que ça. Maintenant, rien n'empêche aux musulmans de faire les causes pour avoir un peu plus de risques si cela fait partie de son cadre. Parce que nul doute qu'avoir de l'argent, ça peut aussi faciliter. Si la personne, alhamdoulilah, elle entreprend les causes sincères et halal pour avoir de l'argent et qu'Allah lui donne du risque en plus, eh ben, qu'il l'utilise de la bonne manière pour pouvoir rendre davantage heureux
les gens qui l'entourent et surtout davantage satisfaire Allah Azza wa Jal. Mais clairement, l'argent fait pas le bonheur parce qu'on ne connaît pas la sagesse des choses, on ne sait pas ce qui se cache derrière l'argent et malheureusement beaucoup de personnes ont eu de l'argent et ça leur a plus tourné la tête et tourné leur cœur que malheureusement les aider à avoir un cœur plus pieux. Rares sont ces gens-là. Allah nous facilite. Amin. Hmm. Amin. Ouais, voilà. Après, comme j'ai dit, moi je suis un fervent défenseur de cette vision. C'est des gens qui ont été dévoilés par l'argent, mais qui par nature étaient. C'est ce que je crois, hein, je dis pas que c'est la vérité, mais qui par nature étaient déjà comme ça. Et donc que la personne, elle était orgueilleuse de base, mais en fait, elle avait pas les moyens de l'être. Et donc en fait, maintenant, elle l'est parce qu'elle a les moyens de l'être. Euh, Enfin, voilà, il y a plein de. Oui et non. Oui et Il y a- non, akhi Yassine. Encore une fois, j'ai dit, c'est un avis. Un Oh, bien avis, sûr, bien par sûr. définition, c'est pas la vérité ou L'argent, le truc, l'argent, c'est c'est un une avis, fitna, mais. tu vois. L'argent, c'est vraiment une fitna. Il y a des gens qui مسكن يعني dans l'asl, ils étaient connus dans le khayr. Et puis, c'est pour ça que je te dis que l'argent, quand tu l'as et que, là, c'est vraiment une fitna, tu vois, à part entière. Et Hmm, d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu que ça allait être une tentation pour notre communauté. Tu vois. hmm, Donc, nul doute qu'il y a des personnes qui vraiment, de base, c'est pas vraiment une question après, c'est ton avis, bien sûr, mais voilà, je pense vraiment il y a des gens, c'était des gens bien, avec des bons mœurs, des bons comportements, mais une fois qu'ils ont eu l'argent avec une mauvaise fréquentation, une mauvaise gestion, ils sont devenus, yani, subhanallah, des monstres, hmm. qu'Allah nous facilite, et nous en préserve, subhanallah. Amin. 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 Je vais faire une aparté enfin, qui est intéressante. Donc, je vais rajouter une question, je me permets. Ouais, bien sûr. Euh, il y a quelqu'un qui a demandé, du coup, est-ce qu'on pouvait donner des insights sur la hijra? Donc, je vais en parler rapidement. Euh, Moi, je vais raconter ma hijra, donc qui n'est pas la hijra, mais qui est la mienne. Moi, quand j'arrive ici aux Émirats, donc je me facilite pas la tâche. Je viens dans un pays, l'un des pays les plus chers du monde. Je viens avec à peu près 600 euros d'épargne. Je vais avec mon cerveau, évidemment. J'ai mon Géoligo qui est à côté, mais on est en plein Covid, donc la Mecque est fermée. Euh, et donc, je viens surtout avec une chose qui est importante, et je pense que c'est une bonne façon de clôturer ce live. Je viens avec le tawakkul. Et je viens avec la conviction, mais, mais, mais quand je revois en fait la scène, entre guillemets, je me dis, mais c'est fou d'être venu avec autant de certitude dans un pays qui a brûlé, entre guillemets, bien plus de personnes avant moi, avec des bagages, entre guillemets, bien plus remplis. Je parle d'un point de vue épargne, argent, projet. Tu vois, il y a des gens, ils sont venus avec des boîtes de location, enfin voilà, plein de projets comme ça, des boîtes de location, je ne sais combien d'épargne de côté, et qui ont tenu 6 mois. Tu vois. Moi, je suis venu avec la conviction que, ok, là c'est bon, j'ai fait plein d'allers-retours, j'ai fait plein de choses, etc. Maintenant, je laisse tout ce que j'ai en France et je pars. J'y vais. J'avais un entretien de prévu avec une boîte ici, donc je suis quand même venu, enfin, j'ai pas fait l'entretien et j'ai laissé mon appartement en France, hein. Je suis venu ici, j'avais plus rien chez moi. Enfin, j'avais plus rien en France. Donc j'arrive ici, je passe l'entretien, ça se passe bien. Je travaille un mois avec cette personne. Il s'avère que malheureusement, c'était une société française avec des mœurs français, donc des blagues très très nulles. Bon, j'épargnerai les détails. Donc tu vois, des trucs un peu français où tu te dis, mais en fait, moi, j'ai pas fait la hijra pour ça, tu vois. J'ai pas fait la hijra pour me retrouver avec un Baptiste ou un je sais pas qui me fait qui me raconte toute une histoire sur les femmes, les trucs, les machins. Ça, en fait, je suis pas venu pour ça. Il s'avère qu'en plus, ce mec-là était pas correct parce que il m'avait dit on fait un mois d'essai. Si ça se passe bien, je te fais tes papiers. Au bout d'un mois, ça s'est bien passé. Le mec te dit que ça s'est bien passé. Et au final, il te dit ouais, mais là, il va y avoir le Ramadan. Derrière, ça va être l'été. Donc, il va y avoir moins de business, moins d'activités.
Donc, en gros, je suis désolé, je vais pas pouvoir te garder, tu vois. Ok? Euh, Moi, en parallèle, quand je viens m'installer, donc je viens m'installer en février, en mars, ma femme vient et me dit qu'elle est enceinte, donc de mon premier enfant à ce moment-là. Donc tu te dis, mais attends, j'ai 600 euros, j'ai j'ai un job avec qui j'ai pas encore mon visa. Euh, je suis dans un pays où tout coûte cher et je vais avoir un enfant. Compliqué. Compliqué à ce moment-là, tu vois. Mais là encore, vraiment, c'est pour ça que je parle de conviction et qui est peut-être limite, avec du recul, limite un peu irrationnel, c'est qu'à ce moment-là, je sais qu'Allah Azzawajal va m'ouvrir les portes qui vont faire que je vais rester ici. Et donc, euh, un jour avant que je parte, je tombe sur une... Non, il y a une fille qui a été recrutée, une sœur qui avait été recrutée par la boîte en question. C'est moi qui l'avais amenée faire ses photos. Donc on avait eu le temps de parler, je lui avais donné mes autres activités, etc. Et quand je suis parti, je lui ai dit, tu vois, que que le mec n'avait pas respecté son engagement, etc. Elle m'a dit, t'inquiète, elle était là depuis 2005, tu vois, aux Émirats. Elle m'a dit, t'inquiète, je vais activer deux, trois pistes, on va essayer de trouver quelque chose, etc. Il s'avère qu'elle me trouve un taf. Regarde à quel point, genre, la bonne opinion, je le lis là. Regarde comment la bonne opinion m'a permis de rester là-bas. C'est euh, c'est un travail qui me permettait de travailler de n'importe où et donc de pouvoir rentrer en France à ce moment-là pour pouvoir vivre les derniers mois de grossesse de ma femme parce que du coup, j'avais pas pu faire les papiers vu que j'avais pas de travail, tu vois. Donc j'ai pu aller passer les derniers moments de la grossesse avec mon épouse, etc. J'ai gagné quasiment 4 000 € par mois, donc ce qui n'était pas négligeable, tu vois. Et, euh, et en fait, c'est ce qui m'a permis aussi, juste avant vraiment l'explosion de Muslim Immobilier, où ça a vraiment commencé à marcher pour moi et pour la boîte, de pérenniser cette hijra. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on est 2 ans plus tard. Et je suis content de tout ce qui a pu être accompli jusqu'à présent. Mais c'est parti de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire 600 euros et Allah Azzawajal, tu vois. Allô? Je t'ai Allô? endormi, Non, non, j'ai un petit souci technique. pas de souci. Du coup, moi, j'ai pas entendu la fin de la dernière de ton histoire en fait. Moi, ça s'est coupé à 4000 €. Dernier mois de grossesse et ensuite on s'est coupé. Ouais, non, je disais en gros 4 000 € c'était le moment où ça a commencé à mieux aller parce que du coup, tu peux commencer à mettre un peu peut-être d'argent de côté, etc. Et c'est à ce moment-là aussi que mes autres activités ont commencé à prendre. Et donc, j'ai pu arrêter ce travail-là et vraiment me lancer à mon compte. Mais c'est pour dire que, en fait, au final, moi, mon histoire de ma hijra, c'est 600 € d'épargne et un tawakkul, entre guillemets, qui n'a pas failli, même quand j'aurais pu me dire, en fait, là, c'est mort, Ah quoi, il bah, faut rentrer. t'as facilité en fait. Il t'a ouvert des portes là où tu n'imaginais pas qu'elles Ouais, allaient s'ouvrir. mais c'est surtout que j'étais convaincu que ça allait être le cas. Tu vois, Ouais. je n'ai pas, c'était une des rares fois dans ma vie, je pense, où je n'ai pas douté que ça allait se produire, tu vois. Ah bah, alhamdoulilah. Donc voilà, Alhamdoulilah. c'était pour juste pour vraiment donner en fait une différente branche du tawakkul pour montrer en fait que c'est réellement ce qu'il faut qu'on travaille Non, mais euh, c'est parce que c'est réellement c'est la seule chose en fait comme on le sait mais on a du mal à l'intégrer dans notre vie. Si tu as Allah et le monde est contre toi, t'as gagné.
Pas gagné, Mais si exactement. le monde se met avec toi et t'as Allah contre toi, t'as perdu. Donc, C'est ça. le choix, il est vite fait. Ah, mais c'est ça. De toute façon, dans pratiquement tous les lives que j'ai pu faire, quand on parle du tawakkul, c'est exactement ça en fait. C'est les mêmes paroles qui reviennent en fait. Faut arrêter Hmm. de presser, de dire bah, on verra. Allah facilite et on verra. Les causes légiférées, et bismillah. C'est ça. Voilà. Alhamdoulilah. Zakaria, t'as une anecdote pour clôturer tout ça? Non, Zakaria, il est parti. Ah, il est parti. Ah bah ouais, j'ai Mais il est vraiment parti, il a dit loupé. qu'il devait partir, miskin. Ah, Qu'Allah bah, le bah, préserve. bah. Amin, amin. Bah, écoute, mon Voilà. frère, c'est la dernière question. Donc, jazakallahu khair d'avoir clôturé ce live avec cette petite histoire qui est pleine de sagesse, hein, et qu'Allah nous fasse. Alhamdulillah. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver dans un live d'ici les prochaines semaines, Inch'Allah. 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 En tout cas, Barakallahu jazakallahu fikum pour l'invitation. Et à bientôt, Inch'Allah. J'espère que ça a été